l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. L'achat de vin en e-commerce a atteint le taux de croissance record de 26% par an entre 2014 et 2019, chiffre d'autant plus important si l'on considère que les ventes de vin ont reculé de 3% sur la même période. Aujourd'hui, un épisode focus sur le marché français du e-commerce du vin qui a pesé 500 millions d'euros en 2019. Un sujet digital avec Sylvain Dadé. Sylvain, qu'est-ce qu'on peut dire des achats en e-commerce de vin dans le monde ? Le e-commerce du vin, c'est forcément, par les temps qui courent, un sujet qui a tendance à plutôt à croître et à se développer. On y reviendra sans doute un peu plus en détail dans cette période particulière, fin d'année 2020, où on a croisé le confinement. Et du coup, il y a un certain nombre d'habitudes qui ont pu évoluer dans les comportements d'achat. Mais globalement, en fait, le e-commerce, c'est une tendance très lourde qui se développe globalement, mondialement et sur beaucoup de catégories produits. Et bien entendu sur le vin et sur l'alcool en général. Donc si on doit regarder effectivement aujourd'hui le poids du e-commerce à l'international et en examinant certains marchés et pour comparer également les chiffres entre la France et ces marchés, le premier marché e-commerce vin au monde, c'est les USA. Ça pèse 1 milliard d'euros, donc c'est quand même assez conséquent. Et dans une dynamique qui est plutôt assez soutenue, puisqu'on sait que le business e-commerce vin USA s'est développé de plus 8% en 2019. Et le online aux US, ça représente 13% des ventes de vin, donc c'est quand même important. Et il y a deux acteurs en fait vraiment majeurs aux US qui représentent 30% des ventes de vin en ligne. C'est Wine.com qui est vraiment le leader assez incontesté depuis déjà plusieurs années, qui est très puissant. Et puis Drizly, qui s'écrit D-R-I-Z-L-Y. Si on revient du coup en Europe, le deuxième plus gros marché, je ne vais pas parler de la Chine ici, donc c'est le UK. Le UK, c'est 785 millions d'euros en 2019. Ça pèse 20% le e-commerce des ventes de vin en Angleterre, donc c'est très très important. Et là, on a trois acteurs assez clés qui sont plutôt issus de l'univers de la grande distribution. C'est Tesco, Sainsbury et Asda, qui à eux trois représentent 50% du marché du vin online au UK. À peu près dans les mêmes ordres de grandeur, l'Allemagne, avec 750 millions d'euros. C'est un business qui pèse effectivement vraiment lourd en Allemagne, puisque c'est 13% des ventes de vin qui sont réalisées en ligne. Et là, c'est un petit peu plus fragmenté, mais parmi les acteurs clés, on peut citer Owesco, qui est un distributeur spécialisé et qui réalise plus de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis un Amazon Fresh, qui est également en fait un acteur assez présent, qui vend du vin et qui est présent sur le marché allemand depuis 2016. Donc voilà 3 exemples avec des tailles différentes. Et si on regarde la France, elle est derrière, puisqu'elle pèse 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est quand même déjà conséquent, qui est toujours en croissance, plus 7% en 2019, mais ça pèse que 5,5% des ventes de vin en France. Donc on voit la marge de progression potentielle du e-business et de la vente de vin en ligne sur le marché français. Et justement, quel type d'acteurs interagissent sur le marché français ? Alors en France, après, cette segmentation pourrait également prévaloir dans d'autres marchés. Il y a finalement de grosses disparités en fait, dans les typologies des acteurs. Déjà, il est intéressant de noter, et ça c'est quelque chose qui ne date pas d'hier, que cet environnement e-business vin, il est très fragmenté, puisqu'on compte actuellement plus de 500 acteurs qui intègrent en fait une dimension transactionnelle, une dimension marchande sur Internet. Et ça, c'est sans intégrer une partie des vendeurs qui sont du coup les producteurs en direct,
pour ceux qui ont choisi en fait de développer une e-boutique. Et nombreux sont ceux qui, cette année, se sont tournés vers ce nouveau canal pour eux et ont du coup mis en place des réflexions et des développements e-commerce. Mais par-delà en fait, cette logique de vente directe, on a plus de 500 acteurs. Alors, parmi je dirais les pionniers dans le modèle, on a les cavistes pure players, c'est-à-dire ceux qui ont choisi en fait de se créer en tant que marque sur le web, sur la toile, et qui, du coup, pour certains, sont vraiment pure players, ont commencé par ça, et d'autres qui sont l'émanation en fait de structures et de groupes plus établis. Parmi les exemples, on peut citer Millésima, on peut citer Châteaunet, qui sont donc deux acteurs assez importants dans la vente de vin en ligne. Pour le champagne, on pourrait citer par exemple Plus de Bulles ou Champ Market. Donc ça, c'est des gens qui ont, pour certains, avec le temps, réfléchi à des présences, je dirais, plus physiques et des développements type boutique, mais qui sont vraiment très, très pure player, sans s'opposer directement à un modèle en face qui est celui des cavistes cross-canal, où là on part en fait d'enseignes et de marques qui avaient une présence sur le terrain, un maillage via des boutiques qui ont développé de façon assez proactive la vente de vin en ligne. Donc là, parmi les acteurs, on peut citer Lavinia, qui est un des pionniers sur ce modèle cross-canal, Nicolas, dans l'univers des spiritueux, la maison du whisky. Et puis, plus récemment, par exemple, l'enseigne V&B, qui est une enseigne très dynamique, qui a justement là un petit peu accéléré sur le sujet et qui a lancé son site marchand en juillet 2020. On peut citer du coup également comme modèle les épiceries fines, qui sont un tout petit peu différentes, qui ne sont pas nativement en fait vraiment cavistes, comme Fauchon, comme Médiard ou comme la Grande Épicerie, qui vendent aussi du vin, et du champagne et des spiritueux en ligne. Ensuite, on peut citer du coup ce qu'on appellera peut-être le e-commerce généraliste ou les marketplaces généralistes comme Cdiscount et Amazon, qui se sont imposés avec le temps comme des vendeurs importants dans la vente de vin en ligne. Sur un modèle un peu plus spécifique autour de la notion de vente privée, des acteurs qui sont positionnés depuis longtemps sur ce modèle-là, à commencer par vente privée, enfin VP aujourd'hui. Mais on peut également citer ventealapropriété.com, Un jour un vin, qui sont des acteurs dans ce business model de la vente privée. Autre modèle, en fait, celui de la vente par abonnement, les spécialistes des box. Ça, c'est quelque chose qui s'est pas mal développé avec le temps. On peut citer le petit ballon, qui appartient maintenant à la vente privée. On peut penser à 3x20 ou à chef-d'œuvre, dans un positionnement un petit peu plus premium. Autre modèle, celui des ventes aux enchères. Et là, on trouvera parmi les acteurs sur ce positionnement Ideal Wine ou Cave à Cave. Plus récents dans leur dynamique de marché et dans leur business model, les services, sites, applications de livraison rapide. On pensera notamment en qualité d'expert vin et spiritueux à Col, KOL, mais également à épicerie, Deliveroo ou Uber Eats qui potentiellement sont serviciels aussi. Et puis, phénomène assez intéressant et qui vient un petit peu bousculer aussi les modèles établis. Plus globalement, la notion de marketplace spécialisé. Et là, on a des acteurs assez dynamiques qui effectivement proposent des choses assez intéressantes. Je pense notamment au site des Grappes, qui est dans une dimension marketplace mise en relation directe avec le producteur. Mais aussi du coup les vignerons indépendants, par exemple, typiquement, qui ont leur plateforme de vente directe, rassemblée sous la marque Vignerons Indépendants, qui est une marketplace opérée par Plugwine. Et puis des acteurs qui sont portés par des groupes importants. Je pense à Wine Co, qui appartient à la Martiniquaise. Autre opérateur à regarder vraiment attentivement, Drinks Co, qui est une marketplace en fait qui appartient à Pernod Ricard et qui est anciennement Uvinum, qui a été racheté par le groupe Pernod Ricard et puis qui a fusionné avec leur marketplace Les Nouveaux Cavistes.
qui est effectivement dans une dynamique de développement France et international assez soutenue. On peut également penser à la marketplace Duga Club Expert, qui est du coup à l'initiative de la maison Duga, dans l'univers des spiritueux. Et puis, on parlera de la grande distribution, un certain nombre d'initiatives en marketplace par des acteurs de la GD, notamment Carrefour. Moi, ce qui me semble également intéressant en fait de regarder, enfin plus globalement dans l'univers de la wine tech et sur ces logiques d'usage par application, c'est les applications marchandes qui intègrent en fait une dimension transactionnelle. L'acteur clé sur ce positionnement-là, c'est Vivino, Vivino Market, qui par-delà son service de fournir de l'information utile, notamment à une typologie de consommateurs plutôt néophytes, pour accéder à du contenu, à des avis consommateurs, de plus en plus en fait dans une dynamique de vente directe, de e-business. Et je pense que c'est un acteur qui regarde du nombre d'utilisateurs derrière et de dynamique globalement sur ces marchés est un acteur à regarder attentivement. Et enfin, même si on en a un petit peu déjà parlé, la grande distribution, puisqu'en fait, c'est aujourd'hui, et notamment avec la notion de drive, hein, des acteurs qui occupent une position importante, voire maintenant la plus importante, en tant que circuit de vente de vin en ligne. Aujourd'hui, chez Sowine, ça fait 10 ans que vous réalisez le baromètre, qui comprend notamment l'étude du e-commerce vin. Quelle évolution est-ce que vous voyez en France ? Ce qui est très intéressant en fait dans cette mise en perspective des chiffres du baromètre sur ce volet spécifique e-commerce, hein, depuis maintenant 10 ans, depuis 2010, c'est de voir, et on l'a vu dans la dynamique de marché globale, que le e-commerce est quelque chose qui se développe assez fortement, en fait, avec des rythmes de croissance assez soutenus, mais une marge de progression encore très importante, puisque c'est que 5,5% de la vente de vin en France. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a eu du coup des évolutions avec le temps dans les modèles privilégiés par les Français en tant que business model pour s'initier en fait ou pour tester la vente de vin en ligne. Et on est dans une tendance en fait de démocratisation, enfin de quelque chose qui en termes d'acte d'achat va devenir une commodité, quelque chose d'un tout petit peu plus finalement d'un peu plus commun, même si on voit bien dans les chiffres du baromètre qu'il n'y a que 30% des Français qui se déclarent, en tout cas en 2019, acheteurs de vin sur Internet. Donc il y a encore 70% de consommateurs à aller capter, à convertir. Et du coup, depuis 10 ans, eh bien, on a vu effectivement que les pure players ont commencé en fait à installer, notamment pour les premiers à faire l'exercice, les pionniers à installer en fait ce modèle-là. Les ventes privées ont clairement, à un moment donné, impulsé une dynamique qui a largement participé à encore accroître le développement de la part de marché et puis à recruter des acheteurs de vin en ligne. Et plus récemment, du coup, ce sont les sites de grande distribution qui ont de plus en plus réussi à capter et à offrir des services. C'est quelque chose qui participe globalement, effectivement, de la démocratisation. Et ça, avec en parallèle le développement des applications. Donc en termes de dynamique de marché, on voit qu'effectivement la bataille est rude et que nécessairement 500 acteurs c'est quand même beaucoup, et même si on peut être très très niche et très spécialisé, il y a quand même des dynamiques qui participent à un certain nombre d'acteurs qui aujourd'hui sont dans un top 5, top 10 et qui ont pris de plus en plus la lumière à la fois dans le développement de la marque et dans le développement de leur business. Est-ce que selon vous, la livraison est un frein à l'achat de vin en e-commerce ? C'est une très bonne question et c'est quelque chose qui effectivement ressort très largement, et ça depuis encore une fois 10 ans qu'on fait l'étude du baromètre comme un des éléments clés en fait décisionnels à l'acte d'achat. Et on le comprend d'autant mieux que on se trouve effectivement avec le vin, le champagne ou les spiritueux dans un contexte produit qui est quand même assez particulier, parce que c'est un produit qui est fragile. C'est un produit qui est plutôt assez lourd et volumineux, et du coup qui engage potentiellement effectivement dans la logistique et dans les frais de transport un coût qui peut être assez important. Donc le baromètre nous dit depuis longtemps qu'effectivement c'est clairement un sujet et que dans les critères d'achat ou de non-achat,
la livraison est un élément très important. Mais j'ai découvert une étude là, qui est sortie il y a quelques jours qui vient mettre d'autres chiffres encore un peu plus précis sur cette idée-là, que je trouve assez intéressant. C'est une étude qui est à l'initiative d'une société qui s'appelle SendCloud, qui est une plateforme d'expédition dédiée aux e-commerçants, et qui a donc mené une étude auprès de 8000 consommateurs européens pour les interroger du coup sur les critères décisifs autour de cette notion de livraison. Et de voir en fait comment se comportent globalement les populations, les Français par rapport aux Allemands ou aux Anglais. Et il en ressort qu'effectivement, et de façon très éloquente, les consommateurs français sont extrêmement attentifs en fait à cette problématique des frais de livraison. Et que les principales raisons pour eux de choisir une boutique en ligne plutôt qu'une autre sont à 90% liées au coût de livraison. C'est quand même incroyable. Ou la rapidité de livraison à 82%, ou à 73% la flexibilité dans le choix des options de livraison. Et du reste, d'après l'étude, 75% des Français annulent leur commande en ligne lorsque les coûts de livraison sont trop élevés. Est-ce que justement le retrait en drive pourrait parer à ces difficultés ? Oui, très clairement. Je pense qu'on le ressent très nettement dans les choix de préférence et le développement en fait, du circuit grande distribution comme un des canaux d'acquisition, d'achat de vin en ligne. Le fait de pouvoir être dans une approche click and collect ou de récupération en drive et donc du coup pas ce frais de livraison est clairement un sujet qui concourt à faire en fait de ce modèle, un modèle privilégié par les Français. Et effectivement, cette période de confinement et les booms qu'on a connus dans les achats en drive n'ont fait que le démontrer. Et ce qui est intéressant, du coup, si on fait un petit loop sur le drive en France et sur sa dynamique de développement, on voit effectivement qu'en 2020, on a près de 5200 points de vente, contre 3300 en 2015, donc c'est aussi une disponibilité qui est de plus en plus offerte à la possibilité d'achat pour les Français. Et c'est donc un business qui pèse 6,8 milliards d'euros, donc en fait c'est vraiment quelque chose qui est devenu très 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 conséquent aujourd'hui et qui continue de progresser. On est à plus 6% en 2019. Et si on regarde du coup spécifiquement la dimension vin dans le contexte du drive, eh bien les drives c'est 22% des ventes de vin online. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de se demander ce qui a changé dans le marché du e-commerce en vin pendant le confinement et avec le Covid plus globalement. Oui, effectivement, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a des choses qui ont bougé. On voit effectivement il y a quand même des éléments et des chiffres qui ont été donnés à voir qui démontrent ça. C'est quelque chose on va examiner attentivement dans le cadre du baromètre 2020 et on va tâcher du coup de le mettre en perspective avec ces chiffres depuis 10 ans. On a évidemment hâte de savoir post-confinement quelles ont été les évolutions, les comportements et ce que les Français vont nous dire de leurs nouvelles habitudes de consommation et de transformation en acte d'achat en contexte e-commerce. Dans un marché en pleine expansion, comme l'était déjà celui de la vente de vin en e-commerce, le confinement a fait figure d'explosion. Il faudra aujourd'hui attendre une analyse plus poussée pour comprendre si ces nouvelles pratiques, obligatoires dans une période si particulière, sont parties pour durer ou vont s'essouffler dans les années à venir. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. À très vite.